Je vais faire quelques remarques sur le sujet d'aujourd'hui qui s'appelle la coopération entre les BRICS et l'Europe pour mettre en place le plan Oasis et l'agenda 2063 pour l'Afrique. Comme nous le savons, le monde multipolaire est déjà là. C'est un monde multipolaire. Si l'on prend l'exemple des BRICS, le PIB global en parité de pouvoir d'achat est déjà bien supérieur à celui du G7. Il représente environ 40% du PIB mondial contre 33% pour le G7. Mais nous devons travailler dur pour créer véritablement cet ordre mondial multipolaire. Je pense que notre discussion d'aujourd'hui sur ce thème s'inscrit dans cet effort visant à construire une sorte d'architecture infrastructurelle pour justement ce nouveau monde multipolaire. Ce n'est pas facile, mais nous devons tous mettre en œuvre pour y parvenir. En ce qui concerne les BRICS et l'Europe, je pourrais peut-être me concentrer sur les relations difficiles entre la Chine et l'Europe. En effet, il existe déjà certains projets trilatéraux impliquant la Chine, l'Europe et l'Afrique. Certains ont déjà été menés à bien. Par exemple, Mme El Khatsep-Larouche a mentionné le projet du barrage d'Inga, le projet du grand barrage de la Renaissance, qui est un projet gigantesque, qui est une réussite. Mais dans l'ensemble, nous ne sommes pas si optimistes. Jusqu'à présent, ce que nous constatons du côté de l'Union européenne, c'est une méfiance profondément enracinée. Pour toutes sortes de raisons, du point de vue chinois, l'Europe d'aujourd'hui n'est plus aussi autonome, sans parler même d'indépendance. Comme l'a même admis le président Macron, elle est devenue une sorte d'État vassal des États-Unis. Elle cherche donc à servir les intérêts américains plutôt que les intérêts européens. Pour les personnes extérieures à l'Europe, c'est très clair, c'est très évident que cela relève du bon sens. Vous n'êtes pas indépendant, vous nuisez à vos propres intérêts. Je vais vous donner un exemple. Grâce aux efforts de la Chine pour assurer sa propre sécurité, nous avons atteint un taux d'autosuffisance énergétique de 85%. Mais en Europe, elle est toujours d'environ 40%. En Allemagne, elle est même inférieure à 40%. Donc, avec un tel niveau d'autosuffisance énergétique, on ne peut pas tolérer ce genre de bombardement ou de destruction du pipeline Nord Stream puis mener une enquête. Tout cela est une mascarade, c'est donc inacceptable. Et cela nuit bien sûr à l'industrie allemande, au secteur manufacturier et à l'Europe dans son ensemble. Mais si l'on considère l'initiative chinoise Une ceinture, une route, il s'agit déjà d'un investissement de plus de 1 000 milliards de dollars, dont un tiers est destiné à l'Afrique. La Chine a construit ou a modernisé plus de 10 000 kilomètres de voies ferrées et nous avons construit plus de 100 ports pour l'Afrique. Il s'agit donc d'infrastructures. Pourtant, du point de vue de l'Union européenne, il s'agit d'une rivalité géopolitique entre la Chine et l'Europe. Du point de vue chinois, c'est très simple. Il existe un énorme un manque d'infrastructures développées en Afrique. Et la Chine avait cet avantage concurrentiel. Et discutons donc de ce que nous appelons les trois. Travaillons tous les trois ensemble, discutons ensemble, construisons ensemble, bénéficier ensemble. Cela est bien accueilli en Afrique. Du point de vue chinois, si on regarde l'Europe, au moins 2 erreurs majeures ont été commises par l'Union européenne dans son ensemble. La première remonte à 2011, lors de ce qu'on appelait le printemps arabe.
en Chine, et moi y compris, nous avions prédit que le printemps arabe deviendrait l'hiver arabe, que cela allait nuire aux intérêts européens et occidentaux. Ainsi, le printemps arabe s'est transformé en hiver arabe et la crise des réfugiés a suscité un vif intérêt en Europe. Et si nous regardons vers l'avenir, le deuxième cas est l'essor de l'économie africaine, qui est une bonne chose, très bonne chose. Dans l'ensemble, c'est positif. Mais un autre aspect que nous ne pouvons ignorer est le taux de croissance démographique très élevé. Dans les années 1950, la population européenne était 2 fois plus importante que la population africaine. Aujourd'hui, la population africaine est 2 fois plus importante que la population européenne. Et dans les années à venir, elle sera, bien sûr, encore plus importante. Donc il faut créer des emplois en Afrique et aider ce continent à développer ses propres industries nationales. C'est ce que fait la Chine pour l'Afrique. Nous construisons actuellement un réseau régional, aérien, terrestre et autres, ainsi que des systèmes régionaux de développement pour l'Afrique. Autrefois, si vous vouliez voyager de l'Afrique de l'Ouest, par exemple du Ghana vers le Kenya, en Afrique de l'Est, vous deviez passer par Londres, car le système colonial décidait de tout. Mais la philosophie chinoise est unir et prospérer, et non diviser et ruiner. Donc, construisons donc ce réseau de transport régional sur le principe discuter ensemble, construire ensemble, profiter ensemble. Cela fonctionnera, c'est en bonne voie. Alors pourquoi les entreprises européennes ne se joignent-elles pas à ces projets? C'est une question de géopolitique, c'est une question d'humanité. Et comme on le dit, il n'y a rien de mal à travailler et avoir des bénéfices ensemble. Donc il s'agit vraiment de faire un consensus. Et il est dans votre intérêt de rejoindre l'initiative Une ceinture, une route, plutôt de vous forcer ou de vous contraindre à rejoindre ce projet. Que ce soit des entreprises européennes, russes, américaines ou africaines, c'est un projet où tout le monde peut participer. C'est le problème actuel. Tout est vu à travers le prisme de la rivalité géopolitique, de la démocratie contre l'autocratie. Et c'est extrêmement stupide. C'est complètement stupide, c'est déconnecté du monde réel. Maintenant, essayons d'être un peu optimistes lorsque nous envisageons l'avenir, du moins en ce qui concerne ce que je pense que la Chine a fait et peut faire pour l'Afrique. Et peut-être, d'ailleurs, pour d'autres pays du Sud. La philosophie chinoise est très influencée par cette tradition que nous appelons l'esprit d'initiative, faire avancer les choses. Je dirais donc que la Chine agit, tandis que l'UE ou l'Europe discute. Par exemple, les Européens sont connus pour débattre, discuter, soulever l'idée du Green New Deal, le New Deal vert, avec tout le battage médiatique que cela implique. Mais en Chine, c'est fait. C'est quasiment fini même, le projet. Et c'est une excellente nouvelle pour le monde entier, pour ceux qui veulent faire face au changement climatique. L'année dernière, en 2024, la Chine a atteint son objectif de réduction des émissions de carbone. Les émissions de CO2 ont commencé à baisser de 1,6% l'année dernière, alors que l'économie chinoise est déjà la plus importante en termes de pouvoir d'achat et qu'elle a maintenu un taux de croissance d'environ 5% par an. C'est la plus grande nation industrielle et commerciale du monde. Pourtant, nous avons réussi à faire baisser les émissions globales de CO2. Mais le gouvernement chinois est très prudent. Il n'a pas annoncé cette baisse.
qui n'est que de 1,6%. Donc d'ici cette année, maintenant il faut maintenir ou doubler ce chiffre, de sorte que en 2030, nous inverserons cette tendance et que d'ici 2060, nous atteindrons la neutralité carbone. Donc nous procédons donc de manière très honnête et pragmatique en mettant un plan quinquennal après l'autre. Et donc, on constate ainsi aujourd'hui, la Chine produit environ 2/3 des panneaux solaires, des véhicules électriques et des énergies renouvelables pour la Chine, mais aussi pour le monde entier. La Chine est le plus grand exportateur de véhicules électriques. Par conséquent, quelle que soit la situation climatique actuelle, la lutte contre le changement climatique pourrait être possible grâce au modèle chinois. Tout d'abord, les installations et les équipements nécessaires pour lutter contre le changement climatique sont fabriqués en Chine. Ils sont abordables pour l'Afrique et de nombreux autres pays. Il s'agit donc d'une transformation, d'un changement radical, d'une révolution. Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'une volonté collective pour y parvenir. Et le deuxième bon exemple que je voudrais citer est l'ensemble des efforts mentionnés à plusieurs reprises par Madame Helga Tsepelarouche, le plan Oasis que l'Institut Schiller avait déjà proposé dans les années 1970. Aujourd'hui, grâce aux technologies et au financement vert, ces efforts de lutte contre la désertification en Afrique ou au Moyen-Orient peuvent être menés à bien avec l'expérience chinoise. Je vais vous donner un exemple. La Chine a mené à bien un gigantesque projet de remise en état du désert du Taklamakan. C'est l'un des plus grands déserts du monde, avec une superficie équivalente à celle de l'Allemagne. Il a été encerclé par une ceinture verte. Et c'est un très gros effort. Ce projet a nécessité 46 ans d'efforts considérables. Et à l'intérieur de cette ceinture verte, on trouve ce qu'on appelle des fermes photovoltaïques où des millions de panneaux solaires ont été installés pour produire de l'énergie renouvelable. Et en dessous, on trouve une végétation résistante à la sécheresse. Le Xinjiang est donc aujourd'hui l'un des plus gros producteurs de céréales, blé, maïs, en Chine. C'est une réussite incroyable. Et l'histoire la plus ridicule, relayée par les médias occidentaux, y compris en Allemagne, est celle de ce qui se passe au Xinjiang. C'est tellement ridicule pour les Chinois. On peut juste en rigoler, nous, là-bas. Nous pensons que ces médias sont dans l'ignorance, quoi qu'ils fassent. Chaque année, au moins 200 millions de visiteurs se rendent au Xinjiang depuis la Chine. Dans l'ensemble, c'est vraiment une réussite, ce qui se passe là-bas. Et cela signifie également que si nous disposons d'une structure de sécurité en Afrique et au Moyen-Orient, la technologie chinoise, les technologies, les équipements et la finance verte fonctionneront très très bien. On peut travailler ensemble pour concrétiser ce plan Oasis. Enfin, je voudrais simplement dire que derrière tout cela se cachent ce que j'appelle des idées chinoises très importantes. La plus célèbre est bien sûr celle de Xi Jinping, qui consiste à construire un avenir commun pour l'humanité. Nous rejetons catégoriquement cette formule américaine qui consiste à mettre les choses sur la table ou au menu, comme ils disent.
Non, ça c'est le monde de la guerre. Ce n'est pas un monde humain réel. Et aussi l'idée que j'ai mentionnée, l'idée occidentale, est diviser pour régner, ce qui est vraiment très stupide. Nous devrions promouvoir cette idée de s'unir et prospérer ensemble. Nous l'avons fait chez nous en Chine au cours des dernières décennies. Et maintenant, nous le promouvons dans le monde entier. Je pense qu'avec toutes ces nouvelles, espérons-le positives, nous pouvons faire de cette conférence un des plus grands succès pour l'avenir. Merci beaucoup.